Pierre est assez d'accord avec moi quand je disais qu'on dirait que ça empire en ce moment. Il m'a répondu oui, oui, on dirait qu'on est vraiment en pleine régression. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine régression, mais ce que j'ai essayé de dire dans ce film, enfin, en tout cas, essayer de faire partager, c'est le combat des gens. Et le combat, c'est quelque chose qui est positif dans la mesure, même s'il n'est pas gagnant, où il permet aux gens de retrouver au moins une certaine dignité et une certaine vision de soi-même qui correspond, qui permet de se regarder dans la glace, quoi. Même si on ne gagne pas, au moins on sait qu'on s'est bagarré. Après, oui, c'est vrai que les choses vont de mal en pis, que les industriels et les forces de l'argent, j'aime pas beaucoup dire ça, mais en tout cas le système dans lequel on est, dans lequel on vit, qui n'existe que finalement par le profit, la croissance, etc., fait que des gens sans scrupules, et il y en a de plus en plus, produisent des produits qui sont dangereux, de plus en plus dangereux, et surtout, en fait, ce sont souvent des produits qui sont dangereux à long terme, comme l'a été l'amiante quand elle a été... c'est un produit naturel, l'amiante, mais on s'en est rendu compte assez tard, finalement. Et par exemple, si on peut parler des nanoparticules, des fibres de céramique qui provoquent aussi des mésothéliums, et de plein de produits, on en a parlé tout à l'heure. Donc oui, ça va de mal en pis, et il dépend aussi de chacun d'entre nous, mais je ne vais pas lancer tout de suite le débat là-dessus, d'essayer de lutter contre, à son propre niveau, et dans sa propre mesure, contre justement le fait de se laisser aller là-dedans et de dire moi je veux lutter ce que je veux dire, c'est que je veux lutter contre l'aquabonisme. Dire à quoi bon finalement se bagarrer puisque de toute façon ils sont plus forts que nous, je pense que c'est pas une bonne chose, quoi. Je vous ai présenté Éric de la Chênaie tout à l'heure, mais Pierre Pézra est réalisateur de ce film. C'est son premier film en tant que réalisateur, c'est ça? Oui. Et après, une carrière de 25 ans dans la télévision, donc avec vraiment quand même déjà une culture de l'image, enfin une culture de la communication par l'image et par le cinéma. 25 ans, vous avez... Ah pardon. 35 ans. 35 voire 40. Non, j'ai passé toute ma vie à la télévision, j'ai fait tous les métiers, enfin pas tous, mais beaucoup de métiers dans la technique, sur les plateaux. J'ai été monteur très longtemps, et à la fin de ma carrière, j'étais 10 ans responsable d'une équipe technique à TF1. Je le dis. Quand je partageais avec Pierre la colère que j'ai partagée avec vous tout à l'heure, il m'a dit, je lui disais, je m'excuse, mais c'est pas seulement l'amiante, Monsanto et Triskalia, il y a aussi les perturbateurs endocriniens, il y a aussi ceci, il y a aussi cela, il y a aussi les vaccins, il y a aussi l'alimentation, et il m'a dit, oui, il y a aussi le nucléaire, et je pense sérieusement à faire un film sur le nucléaire, où j'aimerais bien, c'est ça, c'est un sujet que vous aimeriez traiter? J'aimerais bien le traiter, mais c'est très compliqué le nucléaire, parce que comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est quand même une forteresse dans laquelle on ne peut pas rentrer, quoi. Et une centrale atomique, voilà, c'est un truc qui est très impressionnant, mais alors, pour rentrer là-dedans... donc, non, en fait, initialement, quand j'ai préparé ce film, j'avais aussi interviewé un personnage qui est dans l'association Henri Pézra, qui est un gars très bien et qui raconte des choses sur le nucléaire et les travailleurs et la santé des travailleurs. Avec des... Bon, je ne vais pas raconter ici, mais je me suis très rapidement rendu compte que si je voulais garder une unité dans ce film, il fallait que je m'en tienne à deux aspects, qui étaient d'abord l'amiante, parce que c'était très important. J'avais d'abord Josette Rouder, cette femme que moi je trouve extraordinaire, et Jean-Marie Birbès aussi, que j'ai très rapidement admiré aussi, qui était dans l'amiante, et Paul François, qui lui, venant d'un autre univers, étant agriculteur, pas du tout syndicaliste, plutôt de droite, se retrouvant finalement dans les mêmes luttes avec, au fond, que Josette et Jean-Marie. Je me suis dit que là j'en avais assez, en tout cas de thèmes, et qu'il fallait que je m'arrête là. Et donc j'ai volontairement, pour garder mes personnages
Vous regardez cette histoire qui part des années 70, qui se termine en 2015, en septembre 2015, avec la cour d'appel de Paul. Je ne pouvais pas m'égarer en parlant de... voilà. Mais c'est un autre sujet à traiter. C'est un autre sujet à traiter. Je ne sais pas si je le traiterai un jour, mais oui, c'en est un autre. Éric, vous avez revu le film, parce que vous l'aviez vu sur petit écran d'ordinateur, je suppose. Hein, une réaction différente, quelque chose de différent? C'est encore plus impressionnant sur grand écran. Je digère encore le film. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités qui sont déclamées. Moi, je trouve que le combat, il vaut le coup d'être mené. Et c'est vrai que dans ce que je vous le disais tout à l'heure, hein, la FNSEA, vous en parlez, c'est vrai que c'est une mainmise. Parce que qui est président de la MSA, il est à la FNSEA. La FNSEA, dans le domaine agricole, elle domine tout. C'est comme si dans le monde des salariés, il y avait qu'un syndicat qui dominait tout. Non, bon, il y a la pluralité, et heureusement, et c'est comme ça qu'on avance, et qu'on gagne des luttes. Et moi, je trouve que ce film, il faut vraiment dire à beaucoup de gens d'aller le voir, parce que ça relève des vérités qui touchent non seulement, je veux dire, notre environnement, qui touchent la ruralité, mais qui touchent aussi nos conditions de travail, et aussi notre capacité à réagir. Et à ne pas se laisser berner. Parce que moi, je vois, peut-être que vous ferez un film sur les ondes électromagnétiques, je vois, nous, malheureusement, et je le dis avec émotion, parce qu'on a vu, je suis syndicaliste aussi, je ne suis pas la CGT, mais bon, je travaille avec eux. Et parce que, pour moi, c'est ni de droite ni de gauche, comme on a vu le paysan qui parle à l'ouvrier, pour moi, c'est avant tout des vies humaines qu'on doit sauver. Et donc, chez nous, dans notre entreprise, on a une recrudescence de cancer. Et moi, j'ai vu 2 copines qui sont parties. Au Figaro? Oui. Enfin bon, après, c'est filmé, mais bon, c'est pas parce que bon, c'est mon entreprise. Après, il y a d'autres entreprises où ça peut arriver, bien entendu. Et c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que il faut pas baisser les bras, et qu'à chaque fois, c'est les mêmes défenses, que ce soit avec Monsanto ou avec Eternit, on vous fait passer pour des fous. Où on vous dit, bon, non, c'est vous qui n'allez pas bien. Non, il faut vraiment se battre, et se battre pour ceux qui sont morts, et se battre aussi pour ceux il faut sauver ces vies-là. Et c'est vrai que ce film est un enseignement de vie et donne espoir, même si c'est dur. Je vous l'avais dit avant, ça m'a fait mal, mais ça vaut le coup, faut garder espoir. Et on nous sort en plus l'argument ultime, on en parlait tout à l'heure, Pierre, l'argument ultime, c'est si jamais on vous fait passer pour fou, mais après, si vous insistez trop, on va vous répondre, attention, si vous nous obligez à changer, on va mettre 1000 personnes au chômage. Alors c'est le chantage à l'emploi, plus exactement. C'est le chantage que moi je trouve horrible, que j'ai entendu sur les perturbateurs endocriniens aussi, qui est... Laissez-nous le droit de vous tuer, de vous empoisonner, de vous tuer en vous empoisonnant, sinon vous n'aurez plus de travail. Alors ça, c'est effectivement le discours des employeurs non pas très scrupuleux, pour être gentil. Et après, il y a aussi le discours de ceux qui travaillent et qui vont se laisser empoisonner en acceptant cette formule-là. Et des gens comme ça, des ouvriers, y compris des syndicalistes. Mon père en a rencontré des tas, partout où il se déplaçait, que ce soit des mines d'or, que ce soit des usines d'amiante, que ce soit dans le nucléaire ou n'importe quel. Et c'est-à-dire que, alors ça a changé un petit peu, mais par exemple dans les années 70, à partir du moment où il arrivait dans une usine ou dans une mine d'or et il disait « Attention, les conditions de travail ne sont pas suffisantes pour que vous puissiez continuer à travailler parce que vous vous empoisonnez ». Et tout de suite, il y avait le syndicat, alors c'était hélas la CGT à l'époque, mais pas que, qui s'opposait complètement à ce qu'il disait, qui le traitait de gauchiste en
emmerdeur, peu parisien, il en a entendu des tonnes. Et donc il y avait une espèce d'alliance entre les patrons empoisonneurs et les ouvriers syndicalistes. Et finalement, c'est quand même assez terrible. Et sur Amisol, quand il est arrivé à Clermont-Ferrand, il a fallu quand même du temps, et qu'il explique avec beaucoup de pédagogie, pour que les femmes d'Amisol comprennent que leur lutte pour la réouverture de l'usine était vaine, et qu'au contraire, il fallait lutter, non plus pour leur emploi, mais pour qu'elles aient des reconnaissances en maladie professionnelle, d'autant que petit à petit, il y a des victimes qui tombaient, quoi. Votre père était scientifique, essentiellement, au départ. Mon père était un chimiste, il était au CNRS, il était chercheur à Jussieu, et donc il s'est lancé dans cette histoire d'amiante. Ils ont créé, il n'était pas tout seul, hein, mais le comité anti-amiante de Jussieu, qui s'est transformé en comité des risques et maladies professionnelles, et il a pu orienter ses recherches sur la toxicité de l'amiante, mais pas que, du plomb, je ne sais plus quel produit, des produits chimiques, etc. Voilà. Et alors à l'époque c'était possible parce que disons que c'était un petit peu moins bordé au niveau de la pression universitaire, en tout cas l'impression qui descendait de ses patrons. Aujourd'hui je ne sais pas si ce serait possible, mais en tout cas il a pu le faire, et ce qui lui a permis après de développer une expertise réelle et d'aider donc les victimes avec les cabinets d'avocats à contrer les pseudo-analyses des experts qui étaient produits par les avocats des industriels. Je connaissais l'amiante, je connaissais Monsanto, le procès contre Monsanto. C'est le seul procès que Monsanto a perdu, c'est ça? Parce que Percy c'est un Canadien qui avait fait un procès à Monsanto. Non, Monsanto avait fait un procès à un agriculteur parce que Monsanto cultivait ici et l'agriculteur cultivait là. Et c'était un des premiers, celui-là, c'était il y a 35 ans. C'est pour l'histoire de semences, là. Voilà, c'est ça. Et dans le champ de M. Percy se sont retrouvés des plants OGM que lui ne voulait absolument pas. Donc son champ, ses cultures ont été polluées par Monsanto. Et ben c'est Monsanto qui a fait un procès à Percy en disant il nous a piqué nos semences. Vous imaginez un petit peu? Donc ça a été la première grande histoire publique et connue de Monsanto. Mais Percy a perdu. Hein, Percy a perdu. Je voudrais dire quand même une chose sur Paul François. Vous avez peut-être vu l'avertissement à la fin du film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On ne peut pas dire que Monsanto a perdu. Je le dis, hein. Parce qu'en plus, si je le dis pas, on a des chances de se faire attaquer par Monsanto. Donc on a rajouté cet avertissement parce que la Cour de cassation a jugé qu'il fallait renvoyer devant la Cour d'appel. Alors c'est très... C'est la Cour de cassation qui a jugé qu'il fallait... Parce que Monsanto, suite à ce que vous avez vu dans le film, a fait appel en cassation. Et la Cour de cassation, au mois de juillet 2017, a dit « Nous renvoyons devant la Cour d'appel pour la raison que, étant donné que la Cour d'appel a jugé que le produit était délétère et dangereux, il fallait attaquer Monsanto non pas sur le défaut d'information, à savoir qu'il n'était pas marqué qu'il y avait un danger à inhaler le produit, mais qu'il fallait l'attaquer sur la composition même du produit. » Alors c'est une très mauvaise nouvelle pour Paul, parce que ça veut dire que ça repart... Il faut tout recommencer. Pour 2 ans de procédure, donc il repart en appel. Mais d'autre part, s'il gagne, ça peut être une très bonne nouvelle pour toutes les autres victimes qui peuvent attaquer Monsanto, parce que... sur la composition même. Au moins sur le lasso, sur ce produit-là, parce que ça veut dire qu'ils ont commercialisé un produit qui était dangereux, et ça veut dire que ça peut ouvrir la porte à plein d'autres plaintes et de procès perdus comme par Monsanto. Voilà, donc c'est important de le dire, Monsanto n'a pas encore perdu. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'il a le plus perdu, en fait. C'est le seul procès, parce qu'il gagne toujours, hein. Monsanto gagne toujours. Et Monsanto, oui, mais on ne peut pas dire qu'il a perdu pour l'instant. Oui. On ne peut pas le dire. Le jugement, on ne le dit pas. On ne dit pas. C'est de la justice. Le jugement a été cassé par la Cour de casse qui demande de rejuger, mais pour un autre motif. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à
il y a un mot très important qui est prononcé dans le film, c'est la stratégie du doute. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec le glyphosate. Et il dit la stratégie du doute qui met le doute dans les médias. Ben oui. Et donc, comme nous, on essaye d'être objectifs, on fait parler les deux parties. Et à écouter les industries du tabac, à les écouter, bah, fumer, en fait, c'est super, quoi. Ça cause aucun... Vous pouvez fumer comme vous mangez des bonbons. Et c'est pareil pour le glyphosate. Il joue sur les mots. Il y a la majorité des agences disent qu'il n'y a pas d'effet, il n'y en a qu'une qui le dit, effet probable, alors donc il joue probablement cancérigène, il joue là-dessus. Mais c'est tout juste s'ils ne disent pas, moi je sais parce que je suis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une petite exploitation, je me souviens très bien qu'en 95 on mettait du glyphosate, mais c'est tout juste si on ne se lavait pas les dents avec, quoi. C'est vrai qu'on a inhalé, on aspergeait, on ne mettait pas de masque et tout. Et maintenant, quand je revois ça, je dis, on était fous. Mais on était fous, pourquoi? Parce qu'il y avait le conseiller agricole de la coopérative. Là encore, je dis, le président de la coopérative, c'est FNSOA, de toute manière, voilà. Eh bien, il vient vous voir, il dit, ah ben non, tiens, vas-y, mais ça, c'est plus simple que de biner. De toute manière, on ne va pas les biner de 10 hectares. Et donc, vous le croyez, puisqu'il est conseiller technique. Et heureusement qu'il y a eu des combats comme ceux qu'on vient de voir, et qu'il y en aura d'autres. Malheureusement, il y en a qui sont tombés au combat. Et parce qu'il faut qu'on change de comportement. Alors maintenant, il y a le plan Ecophyto. Ecophyto, on est obligé d'aller suivre, enfin, c'est même mieux, c'est bien d'aller suivre ces formations pour avoir le droit de mettre des pesticides. Et dans ces formations, maintenant, on vous dit de mettre des masques, des combinaisons, enfin, mais par contre on dit aussi... Mais de manger les légumes qui vont être produits... Oui, voilà, c'est complètement contradictoire. Et c'est comme Bayer qui est à la fois tueur et sauveur avec son... Ça c'est extraordinaire dans le film, hein, c'est magnifique. Quand il dit, je me suis réveillée, c'était ça qui m'avait rendu malade, et quand je me suis réveillée, j'ai vu que c'était Bayer qui... Il a dit la boucle est bouclée. Bon. Je voudrais dire juste un petit truc sur le certificat, sur le plan Ecophyto. En fait, ce que font donc les coopératives, ils font passer aux agriculteurs ce qu'ils appellent le certificato. 2 jours de formation. 2 jours de formation. Donc on met les masques, etc., les bonnes pratiques. Mais ça leur permet... alors, il faut savoir que se mettre une combinaison, c'est juste... c'est très compliqué hein, de travailler avec une combinaison. Bon, il fait chaud, voilà. Bon, ça leur permet quand même de se dédouaner totalement d'un empoisonnement futur de l'agriculteur. C'est-à-dire que puisque vous avez signé vous avez passé le certificato, que vous avez signé en bas, que vous avez suivi la formation, bah, il doit y avoir un petit alinéa, un petit truc qui dit « Ah bon, vous êtes malade, mais puisque vous avez signé en bas, ça veut dire que vous connaissiez les bonnes pratiques, les dangers, mais vous ne les avez pas respectés, et donc c'est de votre faute, c'est pas de la nôtre. » Voilà, il y a ça derrière. Faut le savoir. Et juste pour finir aussi sur ces formations, parce que je les ai suivies, mais en tant qu'exploitant, et c'était quelqu'un de l'UIPP. Alors on ne peut pas être jugé par... Qu'est-ce que c'est L'UIPP, c'est l'Union des industries de protection des plantes. Enfin, c'est les industriels des produits chimiques. On voit le sigle et le logo qui apparaît dans le film. Et le formateur disait oui mais faites attention aux médias, faites attention aux médias. Donc on était vraiment la bête noire. Je suis venu le voir, je n'ai pas voulu faire un scandale dans sa formation, mais je suis venu le voir à la pause, je lui ai dit écoutez, vous savez pas qui je suis, mais me chauffez pas trop parce que je pourrais aussi me plaindre contre votre formation parce que je fais partie des médias. Mais non, mais c'est trop facile quoi. Et moi j'espère que vous allez suivre avec intérêt le problème du glyphosate parce que c'est vrai que c'est pas neutre. C'est loin d'être neutre, hein, c'est loin d'être neutre. Sinon, il n'y aurait pas une tête de mort. Hein, sur le... Mais on est encore en échec total, là. Enfin, pas total, mais on voit bien que même Hulot, il n'arrive pas à passer, quoi. Je veux dire, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Alors, sur le glyphosate, il y a une réunion à la Commission européenne. Alors, je crois que c'est plutôt les États que la Commission. Je crois que c'est le 25 octobre, si mes souvenirs sont bons, à Bruxelles. C'est le comité des experts. Voilà. Et suivant ce que va dire le comité des experts, les États vont se... Enfin, c'est une commission consultative, mais en fait qui influence les États. La décision des États. La décision des États.
Bruxelles peut suivre ou pas suivre le comité des experts, mais en fait, on suit cette décision. Voilà. Donc, le 25 octobre, il y aura cette réunion de consultation qui va déterminer. Et alors, tout le monde sera obligé de suivre, ou est-ce que, par exemple, la France pourra dire non, nous, on veut pas non. Je pense que si la Commission européenne autorise, parce qu'en fait, c'est le renouvellement d'une licence, du glyphosate. Alors, le glyphosate, c'est une licence, une molécule qui est tombée dans le domaine public, qui n'est plus produite uniquement par Monsanto. Donc les glyphosates, il y en a une centaine de produits, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils vont trouver une formule avec un plan de réduction pour passer à autre chose, qui pourrait d'ailleurs être pire aussi, il faut y penser. En tout cas, ce vote est quand même extrêmement important du point de vue symbolique. C'est-à-dire que si l'Europe décide d'arrêter et de dire non au glyphosate, je pense que ça va faire très 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 mal quand même à l'image de Monsanto et des grands de la Chine. Oui, je ne vais pas être très triste. Quand même. Non, mais justement, c'est une très bonne chose. Ce que vous disiez, Pierre, j'ai appris ce matin, justement, cet après-midi, avec les perturbateurs endocriniens, là, le film Demain tous crétins. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons déjà perdu 2 points de quotient intellectuel, enfin pas nous, les bébés. C'est pas nous les grandes personnes qui sommes atteints, mais tous les bébés dont les mamans n'ont pas suffisamment, etc. J'ai appris par exemple que le bisphénol A a été interdit, donc il y en a plus, enfin n'est plus dans les biberons pour les bébés, mais maintenant il y a du bisphénol F ou S qui est à peu près aussi négatif et aussi nocif, mais simplement il n'a pas encore été interdit et repéré, et lui il est toujours dans les trucs pour bébés. Donc, d'accord, oui. Le glyphosate peut être interdit ou ne pas renouvelé, et ils vont trouver il ne sera pas interdit. Il sera pas interdit. Il n'y a que 3 pays qui sont contre, enfin qui sont pour qu'il soit interdit. La France, Malte et l'Italie. Et les autres sont pour. Alors ce qui peut se passer, déjà le 25 octobre à mon avis, il n'y aura pas de décision. Parce que déjà on a repoussé depuis 1 an, donc ils ont gagné plus d'1 an. À mon avis, il y aura une non-décision. On va repousser encore, ils vont essayer de gagner du temps. Peut-être qu'il y aura une interdiction, mais dans 5 ans, pour trouver des formules alternatives. Parce que c'est vrai aussi pour des paysans, quand vous êtes en école d'agriculture, moi j'étais en école d'agriculture, on vous apprend qu'à utiliser les produits chimiques, on ne vous a jamais appris à trouver des solutions alternatives. Donc il faut se mettre aussi à la place des paysans, que c'est un changement de mentalité, c'est un changement de paradigme, et que du jour au lendemain, on vous dit il faut que tu fasses 100. Donc ça s'accompagne aussi. Mais bien sûr, c'est pour ça que je parlais d'une transition douce. Moi, peut-être avant de passer la parole aux questions, je vais juste raconter sur Paul François, qui a passé la moitié de son exploitation en bio, 4 ans après son intoxication. Après, en fait, il est passé, que je ne dise pas de bêtises, il y a 3 ans, donc très très longtemps après son accident. Ça veut dire que même lui qui a été touché, il a mis du temps à y passer. Aujourd'hui, il a la moitié donc en bio et la moitié en conventionnel. Il n'a pas touché, parce que vous savez, il y a des subventions pour comment on appelle ça, la conversion au bio, sauf qu'il y a eu beaucoup de retard et il ne les a jamais touchés. Il y a 2 ans de retard, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils touchent, les agriculteurs commencent à toucher 2015. Donc, soi-disant, le gouvernement précédent voulait mettre un accent sur le bio, mais dans la réalité, ils n'ont toujours pas touché leur subvention. Donc, il y a un peu un langage aussi d'hypocrite. Il y a une décision qui a été prise là de prendre le premier pilier pour donner au deuxième pilier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, le premier pilier, c'est des aides européennes, c'est 80% des aides, c'est 9 milliards d'euros. C'est les aides à l'hectare. Que vous soyez en bio ou en conventionnel ou en n'importe quoi, du moment que vous avez des terres et que vous avez le droit d'exploiter, vous avez, je sais pas, 200 € de l'hectare, 300 € de l'hectare. Et le deuxième pilier, donc celui qui contribue à l'amélioration des terres, qui aide le bio et tout, fait que 20%. Et il manque de l'argent, parce qu'il y a de plus en plus de paysans qui veulent se convertir en bio, mais il n'y a pas assez d'argent. Donc le gouvernement a dit, le nouveau ministre a dit, je vais prendre du premier pour mettre dans le deuxième. Et bien il y a eu là encore un barrage, je ne vous dirai pas de qui, parce que vous avez déjà deviné. Et donc au lieu de transférer 15%
qui aurait suffi à donner à tout le monde, il y a eu un barrage, donc dans sa grande bonté, le ministre a dit on transfère 4,2%. Mais on sait très bien que ce n'est pas assez pour que tout le monde ait ses aides. Donc ils n'ont pas touché 2015, ils n'auront pas 2016. Enfin, c'est une hypocrisie qui est incroyable. Juste pour vérifier, la FNSEA, si j'ai bien compris, ce sont essentiellement les gros céréaliers, c'est ça? Non, c'est tout. La FNSEA, elle a la main sur toutes les organisations professionnelles. Donc, c'est les céréaliers, c'est la viande, c'est le lait, c'est la viticulture, enfin, c'est toute l'agriculture française. C'était un modèle d'après-guerre, c'est vrai qu'on était en pénurie, qui a permis à l'agriculture française d'arriver là où elle est. Mais malheureusement, n'ayant pas d'opposition, elle a une pensée unique, un modèle unique qui pour aujourd'hui, c'est un modèle qui va droit dans le mur. Et elle n'admet pas la contradiction. Et même au niveau de la presse. Moi, j'ai déjà eu des intimidations. Je pourrais vous sortir des courriers. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Et quand, je sais plus, il y a le Breton qui dit « oui, ils ont des relais dans les médias ». Oui, ils ont des relais dans les médias, de toute manière. Toute la presse agricole, le groupe Réussir, ou les journaux départementaux agricoles sont détenus par la FNSEA. Agrapresse, c'est la FNSEA, la France Agricole, c'est la FNSEA. Moi, j'ai la chance dans un département, le 53, donc la Mayenne, où on a l'Avenir agricole, qui n'était pas la FNSEA. Et malheureusement, ils viennent de créer Agri Horizon 53, parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Et les journalistes de l'année agricole n'ont pas le droit d'aller dans les chambres d'agriculture. Vous ne pouvez pas savoir comment la mainmise est forte. Alors, pas la contradiction, d'accord, mais l'évolution non plus? Enfin, je veux dire, ça ne leur vient pas à l'esprit qu'il y a des choses qui bougent et qui peuvent évoluer? Surtout en agriculture, justement. L'idée, c'est de minimiser. Minimiser la stratégie du doute et de dire non, on va nourrir, il faut qu'on nourrisse le monde. Si on bannit les pesticides, on bannit l'agriculture moderne, on n'aura pas assez pour donner à manger à tout le monde. Donc c'est tout un discours humaniste, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité et surtout aux attentes des consommateurs, parce qu'il y en a aussi ras-le-bol de manger de la merde. Je suis désolé, mais quand on met des nitrites dans le porc pour qu'il soit plus rose, ça nous empoisonne. Ce qu'on vient de voir avec Triskalia, c'est pareil, c'est honteux. Tout ça pour faire du profit. De couper les ventilateurs, vous imaginez, mais il faut... Mais pour faire des profits de quoi? Ils ont gagné 300 €. Ouais, et ils en ont non, mais ils en ont jamais assez. Combien en ont-ils perdu? Oui, mais combien ont-ils perdu en récupérant 300 € de ventilateurs? Ils ont perdu beaucoup. On en parlait avec Pierre tout à l'heure et on s'est demandé, peut-être que c'était juste une question de court terme, c'est-à-dire que sur les comptes du trimestre, il était un peu short et donc, tiens, on va récupérer les 500 € qui manquent. Je sais que le gars qui a fait ça, en tout cas, a dit dans une caméra cachée à France Télévisions, envoyé spécial, que si c'était à refaire, il le referait. Bon, mais d'ailleurs, il l'a refait. Oui, non, mais même une troisième fois, si je peux dire. Non, moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. La FNSEA, et c'est pas moi qui le dis, c'est Fabrice Nicolino et puis d'autres, que c'est le seul syndicat qui travaille à minimiser, vous avez parlé de minimiser, mais pas minimiser, je sais pas quoi, c'est minimiser le nombre de ses adhérents, ou le nombre des travailleurs. C'est le seul syndicat qui cherche à faire diminuer le nombre des gens qui travaillent. Parce qu'en fait, c'est quand même ce qui s'est passé avec la mécanisation, la culture intensive, etc. Le nombre de paysans a considérablement diminué, et c'est sous l'impulsion de la FNSEA. Ça veut dire moins d'exploitants, mais des exploitants de plus grande, enfin des exploitations de plus en plus grosses, avec la mécanisation, on fait disparaître les ouvriers agricoles. On fait disparaître les ouvriers agricoles. J'ai juste essayé de finir sur l'histoire de Paul François que j'ai commencé tout à l'heure, parce que l'histoire des subventions, c'était juste un petit additif. Donc il a la moitié en bio et la moitié en conventionnel. La moitié en conventionnel est déficitaire. La moitié en bio est largement excédentaire. Alors que le rendement est un peu moins important. Pourquoi? Parce qu'ils vendent, alors ça dépend du type de produit, mais il fait surtout des céréales. Je crois que le blé, c'est 5 fois plus cher, le bio, que le conventionnel. Le maïs, c'est peut-être 3 fois, et les petits pois. Enfin voilà, en tout cas,
il s'y retrouve d'un point de vue financier sur le bio sans même avoir touché les subventions. Bon, en 3 ans, ils ont développé une compétence avec ces 2 ouvriers agricoles qui ont permis de maintenant d'avoir une maîtrise qu'ils estiment suffisante. En tout cas, ils ont, voilà, je pense qu'il y a un peu plus de réflexion. C'est vrai que apparemment, c'est pas si facile, mais en 3 ans quand même pour apprendre un truc, c'est quand même pas un temps très long, surtout avec des résultats comme ça. Et puis, dernière chose, s'il était resté en conventionnel, il y avait 2 salariés agricoles. Aujourd'hui, il aurait dû en licencier 1. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis là, il fait appel de temps en temps à des saisonniers, donc des étudiants qui viennent désherber, des campagnes de désherbage ou le ramassage des petits pois. Et il a retrouvé quelque chose qu'il avait connu pendant son enfance, qui était les campagnes d'été avec toute la convivialité, un peu comme il y avait dans les vendanges autrefois, qui a complètement disparu avec l'ultra-mécanisation. Et ça, c'est aussi un paramètre. Alors ça rentre évidemment pas dans un tableau Excel, mais c'est quelque chose quand même qui est très important parce que vous l'avez compris, moi, l'humain, la joie, enfin ce qui compte pour moi, c'est l'humain plus que les tableaux Excel, quoi. Et le lien. Et le lien, bien sûr. Le lien, parce que on n'a pas dit, mais tous ces gens qui se bagarrent ne se bagarrent pas tout seuls. Même Paul, il a créé Phyto Victime. Et mon père disait tout le temps à ceux qui l'allaient voir, groupez-vous en association. Non seulement vous serez plus nombreux, vous pourrez solliciter un avocat avec plus d'affaires, vous serez plus vraisemblable, et ensemble aussi vous vous rendrez compte, enfin, et c'est ce qu'ils disent, hein, quand ils discutent entre eux, ah, il t'a dit que t'étais fou, ah ben moi aussi il m'a dit ça, ah ben finalement on n'est peut-être pas fou, voilà, ce genre de choses. Et aussi, ça permet aussi à chacun de pouvoir retrouver une certaine dignité, parce que quand on est malade, qu'on nous accuse d'être fou, ou qu'on nous accuse, alors je parle pas pour moi, hein, mais je parle pour les victimes, qu'on les accuse de venir chercher de l'argent en se faisant passer pour malade, ça c'est le syndrome de l'usurpateur, et ben voilà, c'est un peu compliqué, si on est tout seul, d'arriver à s'en sortir. Donc le fait de se regrouper, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je sais que ce festival est placé sous le signe du lien. Cette année, ouais. Mais voilà, donc ça rentre dans la même idée. J'avais juste une petite question. Vous avez remarqué, une demi-seconde, vous avez remarqué qu'on ne peut plus les arrêter. Si vous avez envie de partager ou de leur poser des questions, surtout, vous levez la main, je vous verrai, je vous surveille, il faut que je vous défende. Voilà, on a une main. Une petite question. On laisse Eric. Et après, je passe la parole, mais je comprends pas. On voit Paul François, il a encore un pulvé. Et il y a aussi celui atteint de la maladie de Parkinson, c'est un pulvé. Moi je trouve que les pulvés c'est à bannir. Pourquoi ils les ont encore? C'est quoi un pulvé? C'est ce qui sert à mettre, c'est les grandes rampes qui servent à mettre les pesticides dans les champs. Ah oui, j'ai vu, il a montré d'ailleurs sa machine au copain à un moment. Ouais. Alors c'est pas celui qui a la maladie de Parkinson qui a un pulvé, c'est celui, c'est Jean-Marie Deslions, c'est l'autre. Voilà, on était chez lui. Et Jean-Marie Deslions, c'est très compliqué. En fait, lui, il a attaqué Monsanto parce qu'il a développé un lymphome. Non, c'est un myélome. C'est un myélome, un cancer de la moelle osseuse. En fait, il a perdu. Et pourquoi il a perdu? Parce qu'il n'a pas utilisé que le lasso, il a utilisé plein d'autres produits. Et comme c'est une intoxication chronique, c'était extrêmement compliqué pour lui de prouver que c'était le lasso de Monsanto qu'il avait. Et puis vous savez, c'est pour et vous êtes agriculteur vous-même, donc vous savez ce que c'est. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'est extrêmement difficile de changer de pratique, de ce en quoi on a cru toute sa vie. Dans le film, vous avez sans doute vu un monsieur en chaise roulante. Bon, lui, il a développé un cancer. Son fils a repris son exploitation. Et son fils, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait du conventionnel. Il fait du conventionnel parce que vis-à-vis de ses collègues avec qui il était à l'école d'agriculture, il n'ose pas se lancer dans le bio. Voilà. Il y a aussi un poids social qui est très important, dont il faut tenir compte
Voilà. Et quant à Paul, il a mis du temps, parce que lui aussi, même qu'il était malade, il a mis 4 ans quand même, avant de se dire je vais faire du bio. Bon, question. Okay. En fait, donc moi, voilà, je voulais parler justement des sentinelles et du contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Donc personnellement, je voudrais rendre d'abord hommage, comme beaucoup d'autres le font, à votre père, qui en particulier moi, c'est dans la fin des années 70 que j'ai eu le livre Amiante danger, et donc du comité anti-amiante de Jussieu, ce qui m'a permis ensuite, quand j'ai travaillé chez Alstom à Saint-Ouen, dans les années 89, de poser des questions sur l'amiante qu'on utilisait massivement. On nous répondait à l'époque, c'est de l'amiante dépoussiéré aux normes françaises, donc il n'y a pas de souci. Bon, puis quand on est devenu plus insistant, ils ont dit, bon, on ne va pas se précipiter à trouver un produit de substitution, parce qu'il faut vraiment vérifier qu'il ne serait pas plus toxique que le précédent. Donc, au bout de 2 ans, ils ont trouvé la fibre céramique réfractaire, qui aujourd'hui est connue pour être cancérogène aussi. Voilà. Donc, bon, on a mené des bagarres, 10 ans de bagarres contre le ministère pour être classé parmi les établissements ouvrant droit à la retraite amiante. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que pour savoir où on met les pieds aujourd'hui, on est quand même dans un contexte assez difficile, puisque d'un côté, il y a eu en juin et en septembre des décisions ont lieu pour en gros classer toutes les affaires pénales sur l'amiante. Après 21 ans de procès de l'amiante et les premières plaintes, on nous dit, enfin, pôle de santé publique, les magistrats, que on circulait, il n'y a rien à voir, qu'en gros, voilà, c'est maintenant trop tard, avec l'argument qu'on ne sait pas exactement à quel moment la fibre qui a empoisonné, parce qu'il suffit d'une fibre finalement, on ne sait pas à quel moment ça s'est produit, donc on ne peut pas dire que c'est telle ou telle personne qui est responsable. Donc voilà, en gros, tous ces responsables que décrit bien le film, en haut lieu, dans du comité permanent amiante notamment, bon, on ne pourra jamais vraiment les rendre coupables, ils sont peut-être responsables, mais pas coupables. Et donc ça, derrière, pour tous les produits dangereux, autorisation qui est donnée, vous pouvez tuer de manière à effet différé. En gros, voilà, quoi, vous y arriverez, quoi, vous serez pas trop inquiété. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Sur la question des sentinelles, il se trouve, enfin, comme le disait Pézra, donc les sentinelles, c'est à la fois des scientifiques qui ont le savoir, et c'est des ouvriers qui constatent les dégâts, enfin qui matérialisent les dégâts, et qui veulent s'emparer de ce savoir. Et malheureusement, enfin ou peut-être c'est pas un hasard, probablement, on est dans un contexte où ce qui sert de sentinelle sur les questions des produits dangereux, c'est-à-dire les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, on les fait disparaître, hein, et d'autre part, ce qui permettait de tracer les produits chimiques dangereux, donc la pénibilité, donc à travers du compte de prévention de la pénibilité, ça aussi, ça va disparaître. Donc on est vraiment dans une politique qui vise à essayer d'étouffer les sentinelles. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Sur les CHCCT, ils avaient des moyens de mener des enquêtes avec de lever quelques petits fonds pour lever des enquêtes indépendantes sur je sais pas, la toxicité de l'air, des trucs comme ça. Bon, ces fonds vont disparaître. Et puis sur le compte pénibilité, je crois qu'il y a le risque de suivi d'exposition aux produits chimiques qui avait été créé par c'était le gouvernement précédent, je crois. Hein. C'était sur 30 ans. Ce compte va être supprimé. C'est un scandale. Merci monsieur pour ces partages. Nous avons une dame qui a le micro. Moi j'aimerais bien, je vous laisse la parole, mais j'aimerais bien, on ne va pas rester encore trop longtemps, il est un petit peu tard, mais quand on voit ce qu'il y a comme solution, messieurs. Madame. Alors je vous remercie déjà pour ce film et ça me fait plaisir de voir qu'on est aussi nombreux parce que sur ce genre de sujet, j'ai regretté de ne pas être à la projection de Demain tous crétins. Qui m'aurait hautement intéressée. Je me demande aussi si ça ne contribue pas justement au fait que les gens ne se mobilisent pas suffisamment autour de ce sujet qui est quand même dramatique.
qui empoisonnent nos enfants, enfin que ce soit je pense aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides, nos enfants, les bébés, enfin vous le disiez tout à l'heure, mais moi je suis sage-femme libérale et c'est un peu mon combat quotidien au cabinet de sensibiliser les patientes, en tant que maman, parent d'élèves élus, de sensibiliser les parents, et on se rend compte à quel point c'est difficile de mobiliser les parents face à un risque d'exposition chronique à des produits dangereux qui ont forcément des conséquences à long terme, qu'on commence à observer d'ailleurs déjà largement par rapport à l'inflation des cancers chez les enfants et autres. Et moins 2 points de QI. Ouais, et du coup se pose vraiment la question de savoir comment, enfin quel est le frein en fait à cette mobilisation et cette prise de conscience collective enfin. Après vous avez évoqué les nanoparticules, c'est pareil, c'est aussi un scandale. Par rapport à André Picaud lui-même, j'ai eu la chance d'avoir en formation, qui disait que les nanoparticules de carbone, ce sera la même chose que l'amiante, et que probablement c'est une bombe à retardement qui expose plus les travailleurs, pour le coup, dans les usines qui fabriquent ces produits que les usagers, mais quand bien même, et c'est complètement, c'est très très compliqué, quoi. En tant que parents d'élèves, du coup, on sensibilise, on a créé un collectif autour de la cantine l'année dernière pour mobiliser les parents sur le sujet de la contamination chronique des assiettes de nos enfants à la cantine, et c'est très 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 difficile. On était 14 à la dernière réunion, sur 5000 enfants scolarisés, donc 95% sont demi-pensionnaires, c'est assez affligeant. D'ailleurs, le 30 novembre à Suresnes, on organise la projection de Nos enfants nous accuseront avec la présence du Crigène et de Jean-Paul Jo. Donc si vous voulez venir, bienvenue. Mais voilà, c'est vraiment... Moi, je pense que par rapport à la conversion Madame bio... la sage-femme, vous devez voir demain Tous crétins. Oui, bien sûr, évidemment. Vous devez le voir parce que ça s'adresse très très précisément et spécifiquement aux femmes enceintes, à la question de la grossesse et de la gestation, parce que après c'est fait. Mais après c'est même pas pendant la grossesse, c'est même avant en fait. Ce qu'il faudrait développer, c'est les consultations préconceptionnelles pour pouvoir sensibiliser les patientes avant. Il faut que les femmes prennent de l'iode. Je ne fais que vous citer ce que j'ai appris aujourd'hui avec Sylvie Gilman. Les femmes enceintes doivent faire vérifier leur taux d'iode, et c'est une carence en iode dans la thyroïde qui fait que les cerveaux des enfants et donc le système neurologique ne se développent pas autant qu'ils pourraient ou qu'ils devraient. Donc en tant que sage-femme, vous devez voir. Oui, on voit de plus en plus d'hypothyroïdie de la grossesse qui se manifeste à ce moment-là, donc c'est très très inquiétant. Non, mais sa question, si j'ai bien compris, c'est comment mobiliser plus les gens. C'est ça. Ouais. Parce que ça, moi, c'est une question que je me pose aussi, parce que, si vous voulez, pour vous raconter, j'ai passé la semaine en Alsace, j'ai fait 4 projections, en tout, j'ai eu 80 spectateurs en 4 jours, dont une dans une ville où il y a une décharge d'amiante qui va s'installer, avec un enfouissement de déchets de je ne sais plus combien de milliers de tonnes à la fois de déchets classiques et puis de déchets d'amiante. Et ben, une association qui se bagarre contre cette installation a fait un peu de monde au début, puis finalement il y a de moins en moins de monde, et à la projection, alors que c'est quand même marqué qu'on parle d'amiante, de pesticides dans mon film, il y avait 30 personnes et ils étaient déçus. Et donc c'est une vraie question, comment arriver à faire bouger les gens. Moi j'avoue que j'ai essayé de faire un film grand public qui s'adressait plus au cœur des gens et à l'intelligence aussi, mais en tout cas j'ai pas voulu faire un reportage en mettant trop de chiffres et de choses comme ça, en me disant qu'aussi je pourrais toucher des jeunes, parce que toucher les jeunes, la sensibilité des jeunes, c'est quelque chose qui me paraît important. Mais si personne vient voir le film, enfin non, en tout cas là vous êtes là ce soir, c'est super, vous êtes 80, j'aime bien de vous voir une salle pleine, c'est très agréable. Mais voilà, c'est une réelle difficulté sur laquelle moi j'ai pas encore beaucoup de réponses. Moi je l'expliquais un peu par une sorte de prise en otage en fait, à la fois du chantage à l'emploi dont vous parliez tout à l'heure, et puis en même temps du non-choix. Les parents, pour ce qui se concerne la cantine en tout cas, les parents bossent, ils sont obligés de mettre les enfants à la cantine, et il vaut mieux finalement faire l'autruche et pas trop savoir ce qui s'y passe et ce qui arrive dans les assiettes, plutôt que de savoir. Parce que quand on va voir un médecin et qu'on se plaint d'hypersensibilité chimique multiple ou autre, et qu'on vous dit prenez des antidépresseurs et puis allez voir un psy et ça ira mieux, c'est compliqué. Le statut de victime, il est pas du tout... c'est pas le bon combat, quoi. Je voudrais répondre au début de votre réaction. Je vous repasse le micro entier, Pierre. Mais c'est vrai que c'est difficile.
c'est difficile dans la vie de prendre position et de faire attention et à ci, et à ça, et à ceci, et à cela. C'est vrai que c'est fatigant et que c'est difficile. Parce que vous disiez, mais pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas conscience? Il y a le chantage au chômage, bien sûr, le chantage à l'emploi, mais c'est pas simple aujourd'hui de prendre ce genre de position dans la vie. Il y a l'entourage, il y a la famille, il y a la culture, il y a les habitudes, parce que même les agriculteurs qui ont déjà été malades continuent dans le conventionnel. Il faut reconnaître que c'est difficile. Alors que faire? Moi je réponds le lien. Oui, bonsoir. Je pense que c'est une question fondamentale en fait qu'on se pose. Et moi je suis anthropologue des catastrophes plutôt naturelles, mais bon, de toute façon naturel c'est entre guillemets. Et je voulais simplement vous remercier pour ce film parce que vous prêchez une convaincue. Mais je trouve que c'est vraiment, ça m'a énormément touchée, le travail que vous avez pu faire, bon, qui vient aussi du fait que ces gens vivent des choses complètement atroces, mais le travail de confiance, et voilà, et donc vraiment ça m'a énormément touchée. Mais je pense qu'il faut multiplier ce type de film dans tous les domaines, en fin de compte, parce qu'effectivement, là, on est un peu dans Enfin bon bref, c'est dans tous les domaines, comme vous le disiez, le cultrice d'avant le disait, la santé environnementale, ça touche énormément de domaines, toutes les industries qu'on pourrait dire presque. Mais ce que je voulais simplement dire, c'était à titre informatif, donc pour tous les gens qui s'intéressent à ces questions, il y a un livre dont vous avez peut-être entendu parler qui vient sortir de Yannick Barth sur la question des victimes par rapport au nucléaire, et il avait été interviewé, c'est un chercheur sociologue. Il avait été interviewé sur France Inter ou France Culture, je crois, donc vous pouvez retrouver une émission qui présente un peu son ouvrage. Et le livre, je ne sais plus trop, mais c'est sur le statut un peu ambivalent des victimes, c'est-à-dire, et donc ça pourrait là s'appliquer à ce que vous avez dit sur l'agriculture, à la fois on sait, mais bon, on développe quand même des comportements qui ne paraissent pas forcément rationnels, parce que même si on sait que c'est dangereux, effectivement, on a toujours le pulvérisateur, etc. etc. Et donc voilà ça, et aussi mardi prochain, il y a sur la question de Monsanto le film qui a été fait par Marie-Dominique Robin, qui va passer sur Arte. Marie-Monique Robin. Sur le tribunal justement populaire Monsanto qui a eu lieu à La Haye. Voilà. Merci encore à vous deux. On sait que le tabac tue et il y en a plein qui continuent à fumer. Moi j'en fume une de temps en temps, mais de moins en moins. C'est du... Voilà. Mais en tout cas, moi, les solutions, c'est vrai, il y a le lien. Excusez-moi, c'est pas de la même chose que ça. Je fume, je sais que le tabac tue et je continue à fumer. Oui. C'est totalement... Oui, moi je sais que le glyphosate peut tuer, Paul François ou un autre agriculteur, et ils continuent à en mettre. Oui, mais ils n'ont pas été reconnus aussi, ils n'ont pas encore été reconnus comme victimes, c'est différent. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté individuel où quelqu'un qui fume, qui prend disons, le risque de s'empoisonner soi-même en connaissant de cause, alors que dans le cas d'industriels, c'est pas eux qui empoisonnent, c'est les autres. Tabac au nom du profit met en jeu des millions de vies à travers Oui, mais la voiture tue aussi, enfin, je veux dire, il y a des tas de choses comme ça. Mais là, c'est encore un choix individuel. Là, ce qui nous pose problème, enfin, moi, ce qui me pose problème, et me semble-t-il, pas mal de gens, c'est d'être empoisonné à notre insu, sans le savoir, et que quand certaines personnes tombent malades et disent mais ça va pas là, vous m'avez fait du mal, on essaie on dit que ce sont eux les menteurs, on essaie de les invalider complètement. Ça c'est un problème. Personne ne m'oblige à fumer, hein. Si quand je prends une cigarette, c'est moi qui la prends. Comme personne ne nous oblige à rouler en diesel, mais voilà. on sait que les nanoparticules... Voilà, exactement. Mais la voiture tue aussi. Pourtant, on utilise nos voitures. Donc c'est pas tout à fait du même ordre. Là, il y a quand même quelque chose qui est... les ondes électromagnétiques tuent aussi. Exactement. Il y a quelque chose de l'ordre, en ce qui concerne les industriels chimiques, les chimiques comme ça,
il y a quand même une volonté de continuer à faire du mal. Moi, je reviens à ce que je crois que j'avais mentionné tout à l'heure, ça a été mentionné au débat de Demain tous crétins, c'est ne pas nuire. Il y a quelqu'un qui a créé une association qui s'appelle Ne pas nuire en latin, et j'ai oublié comment on dit. Ne pas nuire, c'est quand même un principe qui pourrait être reconnu comme un principe humain dans les activités, que les activités humaines on pourrait décider que, voilà, on voudrait que les activités humaines ne nuisent pas. Être bienveillant. Voilà, être bienveillant, ne pas nuire, il ne s'agit même pas de faire du bien, il s'agit juste de ne pas nuire. Est-ce que ça vous paraît envisageable? Moi, je voulais répondre à la question, les solutions. Vous avez parlé de liens. Moi, ça me donne envie, ce que j'ai vu ce soir, de continuer à faire des articles, d'aller voir ces gars-là, et de crier encore plus fort que, enfin, les dangers et les limites du système. Voilà. Moi, je voudrais dire un truc par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Dans ce film, il y a quand même l'histoire de l'amiante qui est claire, celle des pesticides. Et celle de l'amiante, malgré tout, il y a quand même une grande victoire en France, mais ça a été aussi dans d'autres pays, c'est qu'elle a été interdite. Et pourquoi elle a été interdite? Elle a été interdite parce qu'il y a des gens qui se sont levés et qui se sont mobilisés. Et ils se sont mobilisés parce qu'il y a eu effectivement des malades parmi les gens qui travaillaient dans ce matériau, derrière les portes de l'usine, comme dit Josette. Mais il y a aussi des gens qui sont malades, qui sont tombés malades en dehors des portes de l'usine, et c'est à partir du moment où, disons que l'amiante a touché la société civile, en l'occurrence c'était des profs à Gérardmer qui n'avaient aucun rapport avec l'amiante, etc. Ils faisaient juste que travailler et d'enseigner, que l'affaire de l'amiante a commencé à prendre une ampleur nationale, qu'elle était relayée, et moi j'ai lu toutes les coupes, pas toutes, parce que mon père il gardait tout, j'ai vu, il y a plein de dossiers dans le film, dans les dossiers il y a plein de coupures de presse, et je peux vous dire que François ça n'existe plus, mais le nombre de titres de François sur l'amiante, c'est incroyable, le nombre d'articles qu'il y avait sur l'amiante dans ces années-là. Et donc je dirais que c'est l'alliance du combat, de la recherche donc indépendante, on n'en a pas parlé, mais pour moi c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, la recherche indépendante et l'éthique de la recherche, parce que les chercheurs, ils ne sont pas tous, au niveau de l'éthique, il y a souvent quelque chose à dire. Et qu'est-ce que je disais? Et puis, et de l'investigation et des médias. Donc justice, chercheurs, médias, et puis combat des gens. Et il n'y a qu'en faisant ça qu'on peut essayer peut-être d'arriver à faire des changements. On gagne un combat, il y en a un autre qui se présente derrière. De toute façon, c'est comme ça, quoi. Mais, Après, il y a aussi le soutien des associations qui sont formidables et qui font un travail, je pense à le CRIGEN, la CRIRAD, le CRIRAM, enfin, voilà, tout ça, qui sont les comités de recherche et d'information indépendantes sur le génétique, la radioactivité, les ondes électromagnétiques, et qui nécessitent vraiment d'être soutenus aussi pour qu'il puisse y avoir vraiment des recherches, des expertises indépendantes qui ne soient pas financées par les lobbies et qui puissent être crédibles aussi aux yeux du public, parce que c'est ça la difficulté, enfin, sur tout ce qui est pesticides. Il y avait la notion de crime parfait tout à l'heure qui était très justement pointée du doigt, parce que pour l'amiante, il y a quand même cette spécificité d'avoir des lésions pulmonaires très spécifiques en fait, de l'amiante et qu'on ne peut pas attribuer à autre chose en fait. Donc là c'est plus simple. Pour ce qui concerne les pesticides, les ondes électromagnétiques, tout ça, bah, voilà, c'est une suspicion, mais du coup, le principe de précaution, là, comme par hasard, ne s'applique pas. Donc c'est un peu, donc toutes ces associations-là, elles ont vraiment besoin de soutien. Et ça réchauffe le cœur aussi de voir que des associations qui à la base sont citoyennes peuvent arriver à avoir autant de poids et de contre-pouvoir. Est-ce que quelqu'un d'autre, c'est très passionnant madame, mais est-ce que, vous voyez, il est tard, il est 23h40 je crois, est-ce que quelqu'un d'autre que madame aimerait s'exprimer ou poser une question? Voilà, peut-être. Et puis, vous serez le dernier, vraisemblablement, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment brûlant. Oui, merci. Je voulais juste faire un commentaire sur une
remarque qu'a faite le journaliste dans votre film, il s'appelle Fabrice Colossino, je crois. Nicolino, Pardon. Charlie Hebdo. Voilà, et il disait qu'à terme, le business des pesticides était condamné. Et je crois qu'il est visionnaire, ce monsieur, parce que les actionnaires de Monsanto ont décidé de vendre leur business à Bayer l'année dernière. Non mais ça veut dire que je pense que les actionnaires américains ont bien compris le sens de l'histoire, et ils s'en débarrassent auprès des Allemands, et mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Oui. Si vous voulez, Fabrice, je pense qu'il s'est un petit peu emballé. Je ne sais pas si, en revoyant le film, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, suite à, puisqu'il était à Charlie Hebdo, il a fait partie de la tuerie, etc. Donc il passe par des phases un petit peu d'excitation, de dépression, c'est un peu compliqué. Et là, je pense qu'il s'est un petit peu emballé ce jour-là. Malgré tout, ce qui veut dire, c'est que il y a, comme l'amiante, et il y aura un moment ou un autre où les pesticides seront peut-être pas totalement disparus, mais en tout cas considérablement réduits. Au moins dans un certain nombre de pays. Voilà. Donc, après, sur Monsanto et Bayer, je ne sais pas du tout. Hein, l'alliance de Monsanto et Bayer, c'est quand même... moi, ça me fait plus peur qu'autre chose. Mais on commence à... Même Bayer, il commence à penser à des alternatives. Ce qu'on appelle les produits biosimilaires au biocontrôle, c'est-à-dire qu'on fait de la nature des alliés. Donc je pense que c'est la mentalité qui va changer, même chez eux, parce qu'ils se rendent compte que c'est un combat perdu d'avance, mais ils travaillent déjà sur des nouveaux produits, comme je disais, biosimilaires, où les insectes deviennent des alliés, les coccinelles pour manger les pucerons. Ça, oui, basé sur le biomimétisme, oui, c'est-à-dire l'imitation de la nature, etc. Et je pense que c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est obligatoirement dans ce sens que ça va aller. À quel terme, on n'en a pas la moindre idée. Et comme vous dites, il faut d'abord qu'ils écoulent leur stock, et puis tant qu'on peut récupérer du fric, on récupère du fric. Moi, je voudrais réagir sur l'histoire du rachat de Monsanto par Bayer. Je ne suis pas spécialiste, mais la rumeur, et ce que j'en ai entendu, c'est que c'est pas si angélique que ça. Hein, le rachat de Monsanto par Bayer, et que c'est en fait peut-être la plus grande victoire de Monsanto, qui commence à avoir quand même pas mal de casseroles aux fesses et qui est considéré par beaucoup de gens sur la planète comme étant l'incarnation du diable, et que c'est du greenwashing, hein, en gros, et qu'en se faisant racheter par Bayer, elle se dédouane complètement de tout. Plus aucun procès ne pourra être fait à Monsanto, puisque Monsanto n'existera plus, et que c'est pour ça qu'ils ont été... C'est l'objectif, à 45 milliards. Pardon? C'est l'objectif, et Bayer est prêt à mettre 45 milliards. Ils ont mis, c'est l'année dernière. Ça y est, c'est fait, hein, c'est fait. Ah, ben, c'est pas fait? C'est pas fait, non. Ah, je croyais que c'était déjà fait. Parce qu'il y a quand même le risque des class action, tout ça, c'est pas réglé, ça. Ça crée... Il y a du passif. Hein. Oui, et justement, ce qu'on me disait, c'est que ce rachat était une manœuvre faite pour éliminer et annuler tous les procès et toutes les... Peut-être pour Monsanto, comme ça, ils s'en lavent les mains, mais c'est Bayer qui va récupérer ça. Les Bayer, ils ont déjà été condamnés, enfin, dans la santé. Moi, à l'époque, je suivais la santé, à cause d'un anti-diabétique, le Lipobay, et ils ont payé très cher. Ils ont perdu des milliards. Mais c'est un grand monopoly, hein, parce que Bayer songe à vendre ses semences à BASF. Enfin bon... Donc voilà, ce n'est pas si angélique que ça, hein, le rachat de Monsanto par Bayer. On va voir comment ça va sortir. Mais en tout cas, il est sûr et certain que, voilà, on va conclure, j'ai commencé à conclure, si l'humanité ne change pas ses pratiques et ses attitudes, elle va dans le mur et elle va disparaître, point, à la ligne. C'est mathématique, hein, c'est pas très très compliqué, à tous les niveaux, que ce soit au niveau, parce qu'on a détruit notre environnement, le climat, l'alimentation, enfin toutes ces choses-là, parce qu'on devient tous crétins, ou parce qu'on va devenir tous crétins, enfin bon, ça c'est très très clair. Et que l'humain, pour pouvoir continuer à exister, doit se réconcilier avec la nature, avec le vivant, avec le bio.
Enfin, déjà se réconcilier avec lui-même. Avec lui-même et reprendre sa place dans le vivant. C'est-à-dire ne plus être l'ennemi de la nature et ne plus être en guerre contre la vie. Parce que antibiotiques, pesticides, tout ça c'est pour détruire la vie. Donc c'est complètement antinomique. Donc il est sûr et certain que dans le futur de l'humanité, si elle en a un, l'humanité sera réconciliée avec le vivant. Ou alors elle va disparaître, point à la ligne. Mais à quel terme, c'est ça la question, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et dans quel état on sera quand on va y arriver. Il faut rester, moi je reste optimiste par nature. Quand je vois des films comme le vôtre où il y a des gens qui se lèvent debout, et puis voilà. Un mot de conclusion. Je pense qu'on s'adapte. Après, il faut dénoncer ces excès, mais on s'adapte. Et je voulais juste finir. Ah ouais, les livres. Oui, les livres, j'ai amené plein de livres. Et pourquoi j'étais là ce soir, en fait, c'est parce qu'un jour j'ai fait une séance dédicace. Ça fait 8 ans ou 9 ans maintenant que je suis l'agriculture au Figaro. C'est vrai que j'ai crié ma colère parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas tout dire. D'abord, je suis limité dans le temps, et puis voilà, on ne peut pas tout dire, mais au moins dans ce bouquin-là, j'ai pu tout dire. Et je l'ai co-signé avec Arash Derambarch. C'est chez Plomb, c'est Agriculteurs, les raisons d'un désespoir. Et c'est à une séance de dédicace à la librairie principale de Courbevoie que j'ai connu le président, M. Signolet Pascal, du festival. Donc c'est lui qui m'a invité. Je suis très 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 content d'être là ce soir. Mais j'ai amené d'autres livres. Il y a La ferme aux 1000 terroirs, ça c'est vachement bien aussi, c'est Olivier Noyat, ça vient de sortir aux éditions Chênes. C'est mieux que La ferme des 1000 vaches. Ouais. Il y a aussi de mon camarade de l'humanité, pour vous montrer que je suis éclectique, c'est Gérard Lecuil, Bousculons les politiques devant l'urgence climatique, parce que c'est vrai que l'excès de pesticides aussi contribue au réchauffement climatique. Ça c'est du vrai journalisme. Hein. Et puis Manifeste pour une agriculture durable, Actes Sud. Voilà. Et donc c'est aussi en soutenant... Il y a Claude Bourguignon. Claude Bourguignon, et préciosissime. Enfin, ça vient de sortir ou c'est pas encore sorti, mais incessamment sous peu, Au cœur de la permaculture. L'histoire d'un petit paysan qui avait la migraine à force de marcher sur la tête, la sienne et celle des autres. C'est chez Larousse et c'est Xavier Mathias. Au cœur de la permaculture. Voilà. Un petit mot sur Claude Bourguignon, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous connaissez tous Claude Bourguignon? Claude et Lydia Bourguignon, hein, parce que c'est un couple en fait. Claude et Lydia, c'est le dernier... comment ça s'appelle Il répare la terre. Non, oui, mais il est le dernier à avoir eu le diplôme de... J'ai oublié sa spécialité. Il n'est pas seulement microbiologiste. Microbiologie des sols. C'est le dernier en France à avoir eu le diplôme de microbiologie des sols. Ça n'est plus enseigné en France du tout. Il avait un laboratoire au CNRS, c'était CNRS je crois, qu'on lui a fermé parce que justement il parlait de l'appauvrissement terrible des sols, et maintenant il a son propre laboratoire avec sa femme Lydia. Elle aussi est chercheuse et ils sont sensationnels tous les deux. Mais la vie des sols, si je puis me permettre, n'est pas enterrée. C'est une notion qui est bien présente. Même à l'INRA, on parle beaucoup de ça, de se réapproprier la vie des sols. Et de laisser vivre un peu la nature, les petits vers de terre et tout ça. Pierre, dernier mot? Non, écoutez, je pars... Merci pour le film, voilà, merci d'être venu. Je vais simplement vous remercier d'être venu ce soir. Si vous voulez aider le film, eh bien, il y a une page Facebook, parlez-en autour de vous. Le film sort en salle le 8 novembre, en sortie nationale. Ça, c'est une avant-première ce soir. D'ici là, il y a beaucoup d'avant-premières qui vont commencer, qui vont continuer, pardon, parce que ça fait déjà pas mal. Et puis, donc, voilà, je vous remercie de l'aider à vivre. Il aura besoin de votre soutien, parce que sans votre soutien, eh ben, ça va être compliqué, comme je le disais tout à l'heure.